Bonjour à tous, donc je suis Président Chou le deuxième, mais le premier vraiment s'excuse, c'est Abouba, notre collègue qui est gastropédiatre à Dakar, le premier gastropédiatre de Dakar qu'on a eu à former à Sainte-Justine et c'est par ce biais que je le connais et il s'excuse parce qu'il n'a pas pu avoir de visa malheureusement. Attends, donc je vais parler de son travail qui a été mené en collaboration avec un autre expert du domaine que vous connaissez bien, le docteur Faure, qui est un expert de la motricité. Donc j'ai aucun lien d'intérêt avec ce travail. Alors, vous connaissez tous les désordres fonctionnels gastro-intestinaux qui d'ailleurs vont maintenant prendre notre nom puisque les classifications de Rome 5 sont en train d'arriver. Donc, on sait que ce sont des troubles très fréquents qui se manifestent par des symptômes chroniques sans anomalies biochimiques ou structurelles. Et c'est quelque chose qui touche les enfants et les adultes avec des prévalences qui varient. Dans cette méta-analyse qui réunissait plus de 18 000 participants dans plus de 20 pays, on voit que les prévalences varient de 19 à 40%. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on parle de constipation fonctionnelle comme étant l'une des plus fréquentes, mais il y a aussi la dyspepsie fonctionnelle et le syndrome de l'intestin irritable. C'est vraiment le top 3 des plus fréquents. Ces conditions impactent énormément la qualité de vie des patients avec des absences d'école, des problèmes au niveau des arrêts pour tout ce qui concerne l'observance au niveau de l'école et ça impacte également le développement. Donc, la problématique autour de ces maladies, c'est qu'au niveau de l'Afrique, il y a très peu de données. Il n'y avait pas du tout de travail fait au Sénégal, d'où l'importance de quantifier ça. Donc, le travail visait à étudier la prévalence de ces désordres fonctionnels gastro-intestinaux chez les enfants scolarisés selon les critères de Rome 4. Donc, c'est une étude qui a été menée de façon prospective, transversale, descriptive, chez des élèves âgés de 10 à 18 ans en milieu urbain, suburbain ou rural, avec un échantillonnage qui a été fait par un sondage stratifié en 2 grappes. Le questionnaire s'était auto-administré par les enfants pendant les classes avec des questions qui portaient sur les différents troubles fonctionnels. Il y a des algorithmes qui permettent à présent de bien les classifier et aussi des questions qui portaient sur l'environnement socio-familial, le mode de vie, la fratrie, etc. Donc, le questionnaire, certains le connaissent, mais pour les autres, je vais vous le présenter rapidement. C'est plusieurs items classés par catégorie. Dans chacune des catégories, selon la présente, la plupart du temps, on va trouver les douleurs abdominales, les modifications du transit, mais certains symptômes comme du reflux, des RO, etc. Donc, à partir de là, on peut classifier les différents désordres fonctionnels qu'on va voir dans les résultats. Les analyses statistiques étaient essentiellement descriptives, mais on a aussi essayé de voir s'il y avait des facteurs qui pourraient expliquer une prévalence plus élevée chez certains patients. Donc, voici les résultats de ce travail. Donc, sur une cohorte totale de 868 enfants d'un âge médian de 15 ans, on a pu démontrer sur la cohorte que, déjà, en termes de garçons et de filles, ils sont à peu près beaucoup plus de sexe féminin qui étaient représentés. C'était des jeunes qui étaient volontaires pour répondre au questionnaire. Il y avait une acceptation plus élevée chez les adolescentes que chez les garçons. Et la répartition selon les lieux de vie est à peu près ce qu'on trouve chez la population générale en termes d'ethnie et aussi selon la résidence. Donc, voici les premiers résultats. Ce qui a été frappant dans ces résultats, c'est le fort taux de prévalence de constipation qui atteint presque 60%. Donc, c'est ce qui arrive en premier. Ensuite, il y a la dyspepsie fonctionnelle, 9%, et puis le syndrome de détresse postprandiale, 9,4%. Tous les autres troubles sont assez présentés, même si les prévalences sont faibles. On voit l'aérophagie, 1%, qui quand même est modeste, et puis le syndrome de l'intestin irritable, qui est de 2,7%, qui reste modeste. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est de voir s'il y a une différence entre sexes, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans la littérature, le sexe féminin associé à une prévalence plus élevée. Et dans ce travail, on voyait qu'il y avait 3 points particuliers. J'ai mis des étoiles à ce niveau-là. La constipation fonctionnelle qui était beaucoup plus marquée chez les adolescentes que chez les adolescents. Ensuite, les nausées fonctionnelles qui étaient beaucoup plus marquées chez les adolescentes que chez les adolescents. Par contre, les douleurs abdominales fonctionnelles étaient beaucoup plus prévalentes chez les garçons que chez les filles. Ensuite, on a regardé, selon le lieu de résidence, il n'y avait pas grand-chose comme différence, notamment sur tout ce qui concerne la constipation fonctionnelle que j'ai mis en gras. On s'attendrait peut-être à une différence selon le lieu urbain, rural
ou en banlieue, mais il n'y avait pas de différence, surtout parce qu'on voulait voir s'il y avait un impact sur les modes d'alimentation, par exemple. Pour les autres troubles, la seule chose qui sortait, mais les effectifs sont faibles, c'est le syndrome de rumination. Comme vous le voyez, la prévalence en urbain de 4%, en banlieue 10%, et aucun cas en milieu rural. Donc, en comparant les données de ce travail avec la littérature, on se rend compte qu'on retrouve des prévalences à peu près similaires. Dans la littérature, c'est toujours la constipation fonctionnelle qui ressort, avec sur cette boîte que vous voyez ici, on a des prévalences qui peuvent, dans certaines études, aller dépasser 25%. Donc, les autres prévalences sont à peu près similaires à ce qu'on a trouvé. Donc, au final, les désordres fonctionnels gastro-intestinaux sont très fréquents chez les enfants scolarisés au Sénégal, avec une prévalence comparable à ce qu'on trouve dans d'autres régions du monde, beaucoup plus fréquents chez les filles que chez les garçons. Et finalement, l'influence du lieu de résidence et de l'âge est assez modeste dans ce travail. Donc, merci à ceux qui ont contribué, les enfants, à ce travail, et aussi beaucoup à ceux qui ont fait le travail, puisque moi, je ne suis que le portier. Je passe le message. Merci à vous et Christophe Faure, et merci pour votre écoute. Vous voulez essayer de répondre à des questions? Oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'il y en a? C'était parfait. Si constipation fonctionnelle, c'est 25% au maximum selon la littérature, et vous retrouvez 60%, est-ce que vous avez une explication? Oui, oui, oui. Une des choses qu'on est en train de regarder, c'est le mode d'alimentation, parce qu'on sait que l'un des facteurs, c'est l'apport en fibres qui est très faible, et on sait aussi que, surtout pour l'évolution au fil des années, l'alimentation a beaucoup changé, et donc l'apport en fibres chez les adolescents, c'est quelque chose qu'on va creuser en détail. Ensuite, il y a aussi l'hydratation, voir s'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer. Une des limites de ce travail, et c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait dans la population Afrique subsaharienne, et même au Maghreb, on n'a pas vu de travail, c'est la validité du questionnaire en termes de biais de mémorisation. Parce que dans l'étude sur le questionnaire de Rome, certains travaux, notamment un qui a été fait en Amérique latine, montraient que lorsqu'on administre le questionnaire, 2 semaines après, les concordances intra-observateurs sont pas si bonnes que ça. On tourne à 0,6, 0,5. Donc, c'est important aussi de voir si dans cette population, on pourrait avoir ce même biais. Il n'y avait pas de parents pour remplir avec eux, c'était à l'école. Et ça pourrait expliquer aussi peut-être un taux aussi élevé. Merci. Oui. Moi, j'avais une question, mais Prévost, mais tu as déjà répondu sur l'alimentation, parce que c'est quand même très étonnant. En milieu rural, il y a des publications qui montrent bien qu'ils ont même un microbiote différent en milieu rural africain. Est-ce que tu penses qu'ils ont une alimentation qui a beaucoup évolué, qui peut expliquer ça? Parce qu'en théorie, s'ils mangent traditionnel, ils ne devraient pas être constipés. Oui, 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 c'est un excellent commentaire. Il y a peu de données sur les changements longitudinaux de l'alimentation, mais c'est quelque chose, je pense que l'étape d'après sera de faire une enquête qualitative, probablement prospective, pour voir s'il y a une différence entre les 3 groupes. Mais c'est un point important, l'alimentation. Merci beaucoup. Merci.